JTE, le journal télévisé d'édifice. Vous avez toujours rêvé de partir à Shanghai, Bombay ou Mexico. La réalité dépasse parfois l'affection lorsque le brouillard que vous croyez fait de micro-gouttelettes d'eau est en réalité un nuage toxique. Grâce à notre rubrique, la pollution atmosphérique n'aura plus de secret pour vous. Pour commencer, nous allons essayer de savoir qu'est-ce qu'un aérosol. Existe-t-il des moyens d'identifier les COV? Quels sont les rôles des molécules oxydantes? Comment détecte-t-on les particules? Et existe-t-il des réglementations concernant la qualité de l'air en France? Pouvez-vous, messieurs les experts, nous éclairer un peu plus sur le sujet? Tout d'abord, laissez-moi vous définir le concept d'aérosol primaire et secondaire. Les aérosols primaires sont émis directement, comme les suies émises par la combustion des végétaux, les poussières volcaniques et désertiques ou les aérosols marins. Les aérosols secondaires sont issus de réactions chimiques et c'est ce type d'aérosol dont nous allons parler aujourd'hui. Ils se déplacent fortement de leur point de formation en fonction des courants atmosphériques. Alors sur cette carte du monde, nous pouvons remarquer en vert les suies émises par les feux de forêt, en bleu les sels qui proviennent de l'évaporation d'eau, en rouge les poussières qui proviennent notamment du Sahara, et en blanc les sulfates. Ils sont fortement liés à la formation des COV. Ce sont des composés organiques volatiles, c'est-à-dire des molécules qui se déplacent dans l'air. Il en existe deux sortes, les biogéniques formés par les végétaux et les anthropiques formés par les activités humaines. Donc un COV est une molécule oxydante qui est composée d'au moins un atome de carbone et d'un ou plusieurs atomes d'hydrogène ou d'oxygène. Mais y a-t-il un moyen d'identifier ces COV? Eh bien, il existe plusieurs techniques utilisées par les scientifiques. La plus simple est la chromatographie en phase gazeuse couplée au spectromètre de masse. Mais il est important de préciser que l'air que nous respirons tous les jours n'est pas seulement composé d'azote, d'oxygène ou de gaz carbonique. Il s'agit en fait d'un mélange de milliers de composés, plus ceux que nous ne savons pas encore découverts. Donc, l'échantillon est d'abord prélevé, puis les composés sont séparés grâce à la chromatographie, puis ils sont analysés grâce au spectromètre de masse. J'ai lu dans vos rapports d'experts que lorsqu'un COV réagit avec une molécule oxydante, il perd de sa volatilité. Un COV, donc moins volatile, reste collé à des particules. Est-ce bien exact? Oui, mais n'oubliez pas de préciser que les principales molécules oxydantes dans l'atmosphère sont l'ozone O3 et le radical hydroxyle OH. Ils oxydent les COV le jour. Et le radical nitrate NO3 la nuit, car celui-ci, le jour, a un temps de vie de seulement 5 secondes. En réagissant avec les molécules oxydantes, les COV vont devenir de moins en moins volatiles et finir par s'agglutiner avec des particules nanométriques, pour au final former les fameux aérosols secondaires organiques. Les AOS, aérosols secondaires organiques, sont bien plus mauvais pour la santé que les aérosols primaires dans la plupart des cas. Ils peuvent provoquer des maladies comme l'asthme ou le cancer des poumons. Et c'est pour cela que le brouillard de pollution que vous avez pu apercevoir sur les photos se forme principalement dans les villes, en raison d'une part du fort rejet de particules et d'autre part des plus fortes émissions en molécules oxydantes liées aux activités humaines. De plus, certains aérosols peuvent influencer la température en l'augmentant ou la diminuant. Un excès d'aérosol provoque une augmentation des nuages et donc de précipitations. La pluie est la principale voie d'élimination, c'est-à-dire que les gouttes d'eau vont plaquer les particules au sol et donc réduire le taux d'aérosol dans l'air. Après une averse, vous remarquerez que la visibilité est bien plus nette. Conseil pour les sportifs, il vaut mieux donc aller courir après une averse. Existe-t-il une réglementation concernant la qualité de l'air en France? Justement, en France, La concentration en particules, pardon. Justement, en France, il existe un seuil d'information à 50 microgrammes par mètre cube et un seuil d'alerte à 80 microgrammes par mètre cube pour les PM10, c'est-à-dire toutes les particules ayant une taille inférieure à 10 micromètres. Par exemple, pour vous dire, 10 micromètres, c'est 10 fois plus petit qu'un cheveu. Et lorsque ce seuil d'alerte est atteint, des mesures peuvent être prises, comme notamment à Paris avec la circulation alternée. Mais ces seuils ne sont pas les mêmes partout. Par exemple, en Chine, il est courant d'atteindre 100 microgrammes par mètre cube, ce qui est déjà au-dessus du seuil d'alerte français. De plus, pendant les périodes de forte pollution, en hiver notamment, il est possible d'atteindre 1000 microgrammes par mètre cube. Il existe plusieurs instruments capables de calculer le taux de particules dans l'air. Nous utilisons notamment
À Orléans, le Light Optical Aerosol Counter dit le hack qui permet d'analyser le taux de particules dans l'air grâce à un laser. Mais comment un laser peut donner toutes ces informations? Quand le laser croise une particule, il est dévié. Des capteurs recevront les rayons déviés. Donc, si un de ces capteurs reçoit un signal, cela veut dire qu'une particule est présente. L'intensité de ce signal définira la taille de la particule. Une fois que l'on connaît le taux des particules, comment analyser leur composition? Il existe plusieurs méthodes de recherche en laboratoire, notamment la chromatographie de masse. La spectrométrie de masse, pardon. Connaître cette composition permet de savoir le processus de formation et leur lieu d'émission et donc de vrai pour la qualité de l'air. En somme, le brouillard que l'on aperçoit lors de périodes de grande chaleur ou de grand froid n'est autre que la pollution atmosphérique formée d'aérosols primaires et secondaires. Les aérosols sont formés par les COV et les molécules oxydantes, et on sait aussi que la principale voie d'élimination des aérosols, c'est la pluie. De plus, ils se déplacent constamment grâce au courant atmosphérique. Il est important de les étudier pour connaître leurs effets néfastes sur la santé et les éviter. Et surtout, si nous continuons à polluer, nous contribuerons à notre propre perte. Merci beaucoup d'avoir écouté notre programme. Nous souhaitons beaucoup remercier notre doctorant Joris L'Église, le laboratoire ICAR de nous avoir accueillis, les organisateurs du colloque édifice d'avoir tout organisé, et surtout vous de nous avoir écoutés. Quelqu'un a une question? T'as une question? On voit une diminution du taux de particules sur Orléans. Est-ce que vous avez une explication? C'est une bonne remarque. Merci. Quand vous avez montré les chiffres sur Orléans, on voit une diminution annuelle du taux de particules. Ça descend, on va vous pouvoir passer en arrière. Et donc, on demandait s'il y avait une explication ici, là. Non, c'est aléatoire en fonction s'il y a beaucoup de transport ou pas. Ça peut très bien monter comme descendre en fonction. C'est en moyenne annuelle, là? Oui, voilà, c'est majoritairement les voitures et les usines qui font beaucoup de particules. Du coup, si ça diminue, c'est peut-être, par exemple, qu'il y a plus de voitures électriques ou des trucs comme ça. De tramway, je pense pas que ça suffise à expliquer tout. Mais non, mais c'est intéressant. On tombe sur l'intérêt de ce type de sciences, de beaucoup de types de sciences d'ailleurs qu'on a vu exposer aujourd'hui. C'est qu'elles ont des conséquences importantes sur la société, sur la vie de tous les jours. Et c'est tout l'enjeu des recherches qui sont faites. D'autres questions? Moi, j'ai des remarques. Une gentille. Pourquoi c'est la fille qui fait la présentatrice et les garçons qui présentent C'est comme à la télé, hein? Donc, en réalité, en fait, j'ai fait la présentatrice parce que c'était un souhait à moi et que D'accord, ouais. c'était juste pour ça. Non, mais disons, c'est une remarque générique et générale. Hein. Il faut surtout pas le prendre comme. Mais c'est pour dire, voilà, ça ressemble à la télé. Mais en fait, au départ, on devait tous faire expert et je devais faire en plus la présentatrice. Ok, d'accord. Non, mais c'était gentil. Hein. Deuxième remarque générale. Je suis obligé. Le LOAC dont vous avez parlé, c'est un instrument qui a été conçu, développé, réalisé, exploité à Orléans par les équipes de mon laboratoire, le LPC2E. Et c'est une énorme réussite dont on est très fiers. Et c'est une leçon pour tout le monde. J'ai entendu ce matin, il y a des sciences fondamentales, des sciences appliquées. On entend aussi souvent, ah ouais, moi, la blague habituelle, moi je préfère les chercheurs qui trouvent que les chercheurs qui cherchent. Hein. Bon, cette blague-là, il faut surtout pas la croire. Un chercheur qui trouve, c'est un mauvais chercheur. C'est un chercheur qui n'est pas déjà passé à la recherche suivante. Il y a des chercheurs qui ont trouvé.
hein, c'est autre chose. Deuxième chose, il n'y a pas les sciences fondamentales, les sciences appliquées. Le LOAC, il est le résultat d'une expertise qui a été acquise par un chercheur du laboratoire dans l'étude des poussières interplanétaires, dans l'étude des poussières qui sont très loin, au-delà de l'orbite de Pluton. Hein. Et c'est dans l'étude de ces poussières qu'il a acquis une expertise qui ensuite lui a permis, avec une entreprise de région parisienne, de faire déposer un brevet, de breveter cet instrument qui est maintenant commercialisé et qui est promis à un grand avenir. Sauf que, effectivement, il a trouvé, donc il est passé à autre chose, et maintenant il étudie et il prépare la nouvelle génération de ces instruments. Troisième leçon, si vous avez l'occasion d'aller à Paris en famille ou en amoureux, il y a dans l'ouest de Paris, quai André Citroën, il y a un ballon captif que vous avez sans doute déjà vu si vous fréquentez Paris. C'est un ballon qui monte et qui descend à 150 mètres. On a une superbe vue sur Paris. Et comme les gens qui gèrent ce ballon aiment bien la science, sur ce ballon, il y a un LOAC. Et donc on a toutes les heures, en direct, sur 150 mètres, une coupe du contenu en aérosol de l'atmosphère de Paris. Et quand vous faites la queue pour acheter les billets, c'est les parents qui payent si vous y allez avec les parents, vous verrez comme ça, en direct, le résultat des mesures. Et c'est pire qu'à Orléans. Hein. Et donc, alors maintenant, des vraies questions à vous. Au-delà de cette prise de contact qu'on a vue, qui vous permet de prendre en compte les problématiques et les instruments, vous savez ce que vous allez faire ensuite dans les 2 années qui viennent? Aussi, on va utiliser la chambre de simulation. Oui. Il y avait un problème de fonctionnement, mais là, normalement, elle va bientôt être réparée. Et du coup, on va pouvoir faire plus d'analyses avec des meilleures conditions dans la chambre de simulation en extérieur. Et ça va permettre d'avancer plus sur la thèse. D'accord. Très bien. La chambre de simulation, donc pour ceux qui passent par là, c'est une énorme bulle en plastique transparent et où du coup on peut exposer la lumière du soleil et puis où on crée des conditions physiques et chimiques bien contrôlées et comme ça on peut étudier les réactions chimiques qui mènent au phénomène que vous étudiez. Donc c'est un bel instrument aussi. Ok, pas d'autres questions? Donc on va passer, merci encore.